Depuis l'élection présidentielle contestée de mars 2016, le Congo-Brazzaville est plongé dans une crise politique, humanitaire et économique. Avec nous sur ce plateau ce soir, Andréane Gombe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur du collectif Sassoufit de la société civile. Alors aujourd'hui, vous avez organisé à Paris une table ronde avec des organisations des droits de l'homme et de la société civile pour dénoncer les détentions arbitraires et le sort des prisonniers politiques. Le tableau que vous dressez est assez effrayant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, ce qui se passe au Congo est absolument dramatique. Nous sommes autour de 300 prisonniers politiques identifiés, sans compter les anonymes qui ont été raflés durant la période du référendum en octobre 2015. Donc nous avons évidemment les deux candidats à la présidentielle, le général Jean-Marie Michel Mokoko, Monsieur Okomi Salissa et Monsieur Paulin Makaya, qui sont vraiment les trois plus grands prisonniers politiques. Et après, il y a un journaliste, Monsieur Gilles Fortuné Dombe, qui est en prison, sans compter maintenant des jeunes qui sont raflés quotidiennement, notamment un avocat, Maître Steve Bagne, Lucien Okana, un activiste, et le fils d'un industriel, Monsieur Odzali, donc Aïe Odzali, qui est actuellement toujours en prison, simplement parce que son père a des affaires avec le régime et des dettes qui n'ont pas été soldées. Est-ce que vous avez constaté un durcissement depuis l'élection présidentielle de mars 2016? Le durcissement vient du fait que M. Sassou sait pertinemment qu'il a perdu les élections et donc il avait besoin de créer vraiment un climat de terreur. Pour prendre le cas du journaliste Gilles Fortuné Dombe, on a appris que de janvier à quasiment mai, il a été enfermé en cellule, interdit de voir la lumière du jour, interdit d'accès à des toilettes ou des lieux d'aisance, et c'est suite aux pressions faites par le consortium de protection des journalistes que ces conditions ont été légèrement améliorées. Nous craignons pour sa vie. D'après les récits, il aura des séquelles vraiment permanentes et il n'est plus tout à fait lui-même, simplement pour avoir écrit un article contre ce régime. Est-ce qu'aujourd'hui l'opposition a-t-elle encore les moyens de s'opposer? Le simple fait que je suis ici avec vous montre que ce n'est pas un combat opposition avec régime, non. C'est vraiment quelque chose de citoyen, une nécessité pour les Congolais de sortir de l'obscurantisme, de sortir une bonne fois pour toutes de ce régime. Donc la contestation s'est déjà étendue, ce n'est pas opposition contre le régime, c'est les Congolais républicains contre ce que nous pouvons qualifier aujourd'hui, sans exagération, de barbarie. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, Brice Kolela, il peut représenter une alternative crédible au niveau politique? Non, il ne peut plus, parce qu'il a renoncé lui-même, comme on dirait, comme un peu un Ésaü qui vend son droit d'aînesse avec un bol de soupe. Il a renoncé lui-même à porter la contestation quand il fallait la porter. Et de cela, au-delà de ça, il est responsable aujourd'hui ou co-responsable de l'accompagnement du régime. Donc il accompagne le régime dans une forme d'alliance avec des jeux ethniques assez déplorables. Alors, une plateforme d'organisation de défense des droits de l'homme et de la société civile a remis un rapport au commissariat des droits de l'homme de l'ONU sur la situation du Congo. Est-ce qu'il y a eu des suites? Il y a eu des suites. À me souvenir, il y a eu quand même dans le paragraphe 14 de la déclaration des experts de l'ONU, une mention sur le Congo. Il y a eu une administration de l'ONU pour dire au régime de libérer un certain nombre de personnes, notamment un huissier de justice qui est en prison depuis 2013, M. Samba Mutulukosi. Mais le régime fait la sourde oreille, se permet de faire le dos rond parce qu'il sait que son bras corrupteur est suffisamment long pour évidemment endormir tout le monde. Et c'est vraiment comme ça que nous nous battons. Mais il y aura des actions concrètes contre le régime? Oui, pour nous, nous avons déjà une campagne de presse qui avait commencé. Nous avons une campagne terrain qui est faite par l'OCDH et les organisations de la société civile localement, qu'on appelle la campagne On ne vous oublie pas. Il y a une pétition qui tourne, il y a une campagne d'affichage et justement la table ronde d'aujourd'hui, l'objectif c'était de faire un lancement international de la campagne On ne vous oublie pas. Donc nous appelons tous les amis du Congo, tous les Congolais partout où ils sont, à signer cette pétition et à s'engager. Et avec les autres partenaires, il y aura différentes actions, notamment des affichages publics, de l'abribus et certainement des actions beaucoup plus juridiques avec peut-être un cabinet pour pouvoir dénoncer la coopération policière et militaire entre la France et ce régime, qui est vraiment l'un des axes qui verrouille en fait la sortie de crise. Que voulez-vous dire par rapport à la coopération de la France? La coopération policière, par exemple, jusqu'à présent, la France n'a toujours pas arrêté de donner un support technique, un support même matériel, puisque récemment, M. Obara, qui est le patron de la Direction générale de la sécurité territoriale, était à Paris pour un salon militaire où il a pu déambuler, acheter des armes assez sophistiquées. On a appris qu'il a acheté des fusils avec des lunettes, on ne sait pas pourquoi. Vous avez des preuves? On a des débuts de preuves, comme on dit. Nous sommes des activistes, nous avons l'information en temps réel, nous continuons à creuser, mais il a bien été identifié comme participant à
à ce salon militaire ici à Paris en France. Alors Denis Sassou Nguesso a été réélu, son parti a remporté les élections locales. Aujourd'hui, clairement, il a les pleins pouvoirs. Du côté de la communauté internationale, il semblerait que personne ne soit intervenu publiquement sur ce que vous dénoncez. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui arrêter le président congolais ? Ce qui peut arrêter le président congolais, c'est vous qui dites président, nous on préfère dire M. Sassou Nguesso, mais ce qui peut réellement l'arrêter, c'est d'abord la mobilisation citoyenne. La mobilisation citoyenne, elle est là, elle doit s'amplifier, on compte sur elle, on travaille avec elle, et en vérité, M. Sassou doit laisser la chance au Congo. Ce Congo qui lui a tout donné et à qui il a tout volé. Il doit être capable aujourd'hui de se dire, la nouvelle génération est là, prête à assumer les responsabilités, prête à prendre la relève de ce pays. Et à 80 ans passés, puisqu'il est né vert, il doit arrêter d'emmerder les Congolais et s'en aller tranquillement. Parce que ce qui arrive pour le Congo, c'est des choses dramatiques. On risque de repasser par un cycle de violence encore plus intense et nous sommes là, nous aussi en tant qu'activistes, pour empêcher l'arrivée de cette dislocation. Juste pas d'insultes sur le plateau. Alors hier, Denis Sassou Nguesso était présent au sommet sur le climat. Il y avait aussi de la colère de la diaspora congolaise qui a manifesté devant son palace. Un extrait. Sassou, assassin! Sassou, assassin! Sassou, assassin! Sassou, il n'a pas gagné! Il n'a pas gagné! La France ne doit pas recevoir Sassou Nguesso! Alors il y a ces manifestations, ces tables rondes que vous avez organisées aujourd'hui. Est-ce que finalement la contestation ne peut se faire qu'en dehors des frontières congolaises? Elle se fait aussi localement. Quand je vous dis qu'un avocat a été arrêté, il a été arrêté pourquoi? Parce qu'il contestait. Il y a eu récemment une marche de l'opposition. Elle a été arrêtée net avec tir à balles réelles sur un agent de protection de Mme Mounari. Donc oui, il y a une contestation locale. Mais comme elle est étouffée et malheureusement, pour l'instant, pas suffisamment massive pour pouvoir emporter le régime, c'est normal qu'on ait l'impression que rien ne s'y passe. Et en plus, il ne faut pas oublier que c'est un régime policier. C'est un régime policier qui envisage même récemment d'ajouter à ce qu'on appelle chez nous des chefs de quartier, des chefs de rue. C'est-à-dire que vous aurez dans votre rue quelqu'un qui est en charge de prendre des notes sur ce que vous faites à longueur de journée. Donc nous sommes vraiment dans un régime extrêmement dur et c'est pour ça que nous disons à tous les investisseurs qui veulent aller au Congo que justement, il finirait en régime policier. Alors il y a la situation sécuritaire et humanitaire dans le Pool qui est inquiétante. Je vous propose de revoir ce reportage diffusé le 15 novembre dernier sur TV5 Monde. Il est signé Laure de Matos. Ils sont désormais en sécurité, mais vivent dans le plus grand dénuement. Des tentes, des matelas en mousse, mais toujours très peu de vivres et de médicaments. On est obligé presque tous les jours d'aller couper du bois de chauffe pour le vendre et survivre avec nos enfants. À l'hôpital, il y a plein d'enfants qui souffrent de diverses maladies et on nous demande de l'argent pour les soigner. Où allons-nous trouver cet argent? Comme cette femme, ils sont une cinquantaine à avoir trouvé refuge ici, dans l'enceinte de la sous-préfecture de Kinkala, la capitale du département du Pool. Un petit camp de réfugiés improvisé. Il en existe 5 autres en ville. La plupart des quelques 3000 déplacés qui ont réussi à rejoindre Kinkala sont hébergés en famille d'accueil. Tous se débrouillent pour survivre. Gagner de l'argent ici, c'est impossible parce qu'on ne travaille pas. Ce qu'on veut, c'est rentrer dans nos villages pour travailler et gagner notre vie normalement. Ici, je ne m'en sors pas avec mes 2 enfants et mon jeune frère qui a fui avec moi. Il serait près de 140 000 à avoir tout quitté dans différentes zones du Pool, près d'une personne sur 3 dans le département. Depuis plus d'1 an, une guérilla oppose dans la région les forces armées congolaises aux partisans du pasteur Mtoumi, un ancien chef rebelle que les autorités accusent d'avoir attaqué Brazzaville au lendemain de la réélection contestée du président Sassou Nguesso en avril 2016. Alors il est difficile pour les caméras de se rendre dans la région du Pool. Est-ce que vous avez des informations précises sur les exactions commises? Nous avions des informations, mais elles sont un peu datées aujourd'hui. Elles sont consignées dans un reportage excellent fait par une de vos consoeurs dans une autre radio. Nous avions travaillé à cela. Donc ce qui se passe en fait, des dernières informations qu'on avait pu avoir dans le courant mars 2017,
pour nous, en tout cas collectif Sasloufi, nous pensons qu'il y a une épuration ethnique en cours dans le pool. Vous portez des accusations graves. Hein. Est-ce que vous avez des preuves? Nous avons déjà le cas du soldat Jugal Mayangui qui a été torturé et à qui ces tortionnaires ont dit cette phrase: vous les Bakongo, on va vous exterminer. Donc nous avons une réelle volonté d'extermination qui a été exprimée par les bourreaux du sergent Mayangui. Nous avons plusieurs cas documentés de jeunes qui sont raflés quasi quotidiennement, simplement à cause de leur apparence ou de leur origine supposée. Donc nous avons tout un appareil d'État qui est consacré à cela, sans compter les villages qui sont brûlés, les arbres fruitiers qui sont coupés pour rendre toute vie ou réinstallation impossible dans la zone. Mais le pasteur Ntoumi et ses hommes sont également accusés d'exaction. Le pasteur Ntoumi est dans une position déjà de résistance, parce que la crise éclate le 4 avril 2016, juste pile poil le jour où les résultats étaient annoncés. Il y avait une nécessité pour le régime de créer de la terreur pour empêcher toute contestation des résultats. Et ensuite, le régime parle d'opération de police. On n'a jamais vu une opération de police menée avec des chars, des tanks, des bombardements et des zones bouclées. Donc nous sommes réellement dans une disproportion de l'usage de la force et nous pensons que M. Ntoumi a le droit de se défendre face à une tyrannie. Et ce droit est garanti par les traités internationaux, notamment le fameux article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors la situation économique est aussi préoccupante. Depuis la chute du baril de pétrole, l'économie du pays est au plus mal. Le PIB, la dette s'élève à 110% du PIB. Est-ce que la seule chute des cours des pétroles peut expliquer cette dette? Non, justement. Non seulement cette dette n'est pas liée au cours du pétrole, mais elle est plutôt structurelle. Parce que dès les années 80, le régime a toujours usé de préfinancement et il a réussi ce miracle de transformer la manne pétrolière en immense montagne de dettes. Il y a un rapport Global Witness qui en parle très bien de long en large. Et le négociateur justement du FMI du Congo pour le FMI, M. Lucien Ebata, est lui-même déjà mouillé dans les affaires de recel de blanchiment d'argent. Notamment, on parle de 60 millions d'euros blanchis à Saint-Marin et où son associé, M. Chironi, a été condamné. Donc nous avons un État mafieux qui a pris en otage des Congolais et qui essaye, tant bien que mal, de survivre avec de la corruption internationale. Merci beaucoup Andréane Gombe. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du collectif Sassoufit. Merci.